Après avoir rendu les derniers devoirs à mon père, je m'en allai à Mons, joindre le royal Roussillon cavalerie, où j'étois capitaine. Montfort, gentilhomme du pays du Maine, en étoit mestre de camp, qui étoit un officier de distinction et brigadier, et qui fut mis à la tête de tous les carabiniers de l'armée, dont on faisait toujours une brigade à part avant qu'on en eût fait un corps pour monsieur du Maine, puis Robert, gentilhomme d'Angoumois, voisin de Ruffec, en étoit lieutenant-colonel, et Dachy, du nom de Courvoisin, fort connu en Picardie, y étoit capitaine avec commandement de maître de camp, après en avoir été lieutenant-colonel. On ne saurait trouver plus honnêtes gens, ni plus différents qu'ils l'étoient. Le premier étoit le meilleur homme du monde, le troisième très vif et très pétulant, le second d'excellente compagnie, le premier et le dernier surtout avec de l'esprit. Le major étoit frère de Montfort, et d'ailleurs le régiment bien composé. Ils étoient lors tant les royaux que plusieurs gris à 12 compagnies de 50 cavaliers, faisant 4 escadrons. On ne peut être mieux avec eux tout que j'y fus, et c'est toué à qui me préviendroit de plus d'honnêteté et de déférence, à quoi je répondis de manière à me les faire continuer, de manière que Dachy, qui commanda le régiment par l'absence de Montfort et qui étouait au couteau tiré avec Puy-Robert et ne se voulouait trouver nulle part avec lui, s'y laissa apprivoiser chez moi, mais sans se parler l'un à l'autre. Notre brigade joignait l'infanterie à la gauche de la première ligne et fut composée de notre régiment, de celui du duc de la Feuillade et de celui de Coates qui, parce que Montfort étouait au carabinier, en fut le brigadier. L'armée se forma et j'allai faire ma cour aux généraux et aux princes. Le rouet partit le 18 mai avec les dames, fit avec elles 8 ou 10 jours de séjour au Quesnoy, les envoya ensuite à Namur et s'alla mettre à la tête de l'armée de monsieur de Boufflers le 2 juin, avec laquelle il prit, le 7 du même mois, le camp de Gambloux, en sorte qu'il n'y avouait pas de milieu de sa gauche à la droite de monsieur de Luxembourg, et qu'on allouait et venouait en sûreté de l'une à l'autre. Le prince d'Orange étoit campé à l'abbaye de Parc, de manière qu'il n'y pouvait recevoir de subsistance, et qu'il n'en pouvait sortir sans avoir les 2 armées du roi sur les bras. Il s'y retrancha à la hâte, et se repentit bien de s'y être laissé acculer si promptement. On en a su depuis qu'il écrivit plusieurs fois au prince de Vaudemont, son ami intime, qu'il étoit perdu et qu'il n'y avouait que par un miracle qu'il en pût échapper. Son armée étoit inférieure à la moindre des 2 du roi, qui l'une et l'autre étoient abondamment pourvues d'équipages, de vivres et d'artillerie, et qui, comme on en peut croire, étoient maîtresses de la campagne. Dans une position si parfaitement à souhait pour exécuter de grandes choses, et pour avoir 4 grands mois à en pleinement profiter, le roi déclara le 8 juin à monsieur de Luxembourg qu'il s'en retournoit à Versailles, qu'il envoyait monseigneur en Allemagne avec un gros détachement, et le maréchal de Boufflers. La surprise du maréchal de Luxembourg fut sans pareille. Il représenta au roi la facilité de forcer les retranchements du prince d'Orange et de le battre entièrement avec une de ses 2 armées et de poursuivre la victoire avec l'autre avec tout l'avantage de la saison et de n'avoir plus d'armée vis-à-vis de souhait. Il combattit par un avantage présent, si certain et si grand, l'avantage éloigné de forcer dans Heilbronn le prince Louis de Bade,
Et combien l'Allemagne se rouait aisément en proie au maréchal de Lorge, si les impériaux envoyaient de gros détachements en Flandre, qui n'y serait pas même suffisant, et qui, n'y venant pas, laisserait tous les Pays-Bas à la discrétion de ces deux armées. Mais la résolution était prise. Luxembourg, au désespoir de se voir échapper une si glorieuse et si facile campagne, se mit à deux genoux devant le roi et ne put rien obtenir. Madame de Maintenon avouait inutilement tâcher d'empêcher le voyage du roi. Elle en craignait les absences. Une si heureuse ouverture de campagne y aurait retenu le roi longtemps pour en cueillir par lui-même les lauriers. Ses larmes à leur séparation, ses lettres après le départ furent plus puissantes et l'emportèrent sur les plus pressantes raisons d'État, de guerre et de gloire. Le soir de cette funeste journée, Monsieur de Luxembourg, outré de douleur, de retour chez lui, en fit confidence au maréchal de Villeroy, à Monsieur le duc et à Monsieur le prince de Conti, et à son fils, qui tous ne le pouvaient croire et s'exaltèrent en désespoir. Le lendemain 9 juin, qui que ce soit ne s'en doutait encore. Le hasard fit que j'allais seul à l'ordre chez Monsieur de Luxembourg, comme je faisais très souvent, pour voir ce qui se passait et ce qui se ferait le lendemain. Je fus très surpris de n'y trouver pas une âme, et que tout était à l'armée du roi. Pensif et arrêté sur mon cheval, je ruminais sur un fait si singulier, et je délibérais entre m'en retourner ou pousser jusqu'à l'armée du roi, lorsque je vis venir de notre camp Monsieur le prince de Conti, seul aussi, suivi d'un seul page et d'un palefrenier avec un cheval de main. Qu'est-ce que vous faites là? Me dit-il, en me joignant et riant de ma surprise. Il me dit qu'il s'en allait prendre congé du roi et que je ferais bien d'aller avec lui en faire autant. Que veut dire prendre congé? Lui répondis-je. Lui, tout de suite, dit à son page et à son palefrenier de le suivre un peu de loin et m'invita d'en dire autant au mien et à un laquais qui me suivait. Alors il me conta la retraite du roi, mourant de rire, et malgré ma jeunesse, le chamarra bien, parce qu'il ne se défiait pas de moi. J'écoutais de toutes mes oreilles, et mon étonnement inexprimable ne me laissait de liberté que pour faire quelques questions. Devisant de la sorte, nous rencontrâmes toute la généralité qui revenait. Nous les joignîmes, et tout aussitôt les deux maréchaux, Monsieur le duc, Monsieur le prince de Conti, le prince de Tingry, Albergotti, puis Ségur, s'écartèrent, mirent pied à terre, et y furent une bonne demi-heure à causer, on peut ajouter à pester, après quoi ils remontèrent à cheval et chacun poursuivit son chemin. Monsieur le duc de Chartres revint plus tard, et nous ne nous y amusâmes pas pour arriver encore à temps, moi toujours seul avec monsieur le prince de Conti, et ne cessant de nous entretenir d'un événement si étrange et si peu attendu. Arrivés chez le roi, nous trouvâmes la surprise peinte sur tous les visages, et l'indignation sur plusieurs. On servit presque aussitôt après. Monsieur le prince de Conti monta pour prendre congé. Et comme le roi descendouait le degré qui tombouait dans la salle du souper, le duc de la Trémoille me dit de monter au-devant du roi pour prendre congé aussi. Je le fis au milieu du degré. Le roi s'arrêta à moi et me fit l'honneur de me souhaiter une heureuse campagne. Le roi à table, je rejoignis monsieur le prince de Conti, et nous remontâmes à cheval. Il était extrêmement poli et avec discernement.
Il me dit qu'il avouait une permission à me demander, qui ne serait pas trop honnête. C'était de descendre chez monsieur le prince, à qui il voulait dire adieu, et franchement un peu causer avec lui, et cependant de vouloir bien l'attendre. Il fut environ 3/4 d'heure avec lui. En revenant au camp, nous ne fîmes que parler de cette nouvelle qui n'avouait éclater que ce jour-là même, et le roi et monseigneur partirent le lendemain pour Namur, d'où monseigneur s'en alla en Allemagne, et le roi, accompagné des dames, retourna à Versailles pour ne revenir plus sur la frontière. L'effet de cette retraite fut incroyable jusque parmi les soldats et même parmi les peuples. Les officiers généraux ne s'en pouvaient taire entre eux, et les officiers particuliers en parlaient tout haut avec une licence qui ne put être contenue. Les ennemis n'en purent ni n'en voulurent contenir leur surprise et leur joie. Tout ce qui revenait des ennemis n'était guère plus scandaleux que ce qui se disait dans les armées, dans les villes, à la cour même par des courtisans, ordinairement si aises de se retrouver à Versailles, mais qui se faisaient honneur d'en être honteux, et on sut que le prince d'Orange avouait mandé à Vaudemont qu'une main qui ne l'avouait jamais trompé lui mandouait la retraite du roi, mais que cela était si fort qu'il ne la pouvait espérer. Puis, par un second billet, que sa délivrance était certaine, que c'était un miracle qui ne se pouvait imaginer, et qui était le salut de son armée et des Pays-Bas, et l'unique par qui il put arriver. Parmi tous ces bruits, le roi arriva avec les dames le 25 juin à Versailles. Monsieur de Luxembourg, allant le 14 juillet reconnaître un fourrage de l'abbaye d'Hélesme, où il était campé, fut averti de la marche de Tilly avec un corps de cavalerie de 6000 hommes pour se poster en lieu d'incommoder ses convois. Là-dessus, notre général fit monter à cheval dans la nuit 44 escadrons de sa droite, qui en étaient la plus à portée, avec des dragons, et marcha à eux avec les princes. On ne put arriver sur eux que le matin, parce que, avertis par un moine d'Hélesme, ils avouaient monter à cheval. On les trouva sur une hauteur, avec des ravines devant eux. Marsin, le chevalier du Rosel, et Sanguinet, exempts des gardes du corps, les attaquèrent par 3 endroits avec chacun un détachement, et Sanguinet, pour s'être trop pressé, fut culbuté et tué, et le duc de Montfort, qui était avec lui et le détachement des chevaux légers, fut très dangereusement blessé de 6 coups de sabre, dont il fut et demeura balafré. Tianche, qui était accouru volontaire, y fut dangereusement blessé par les nôtres, qui, par son habit toujours bizarre, le prirent pour un être des ennemis. Ils furent enfoncés et mis tellement en fuite qu'on ne put presque faire de prisonniers. Le maréchal de Villeroy alla ensuite prendre Huy avec un gros détachement de l'armée, que le reste couvrit avec monsieur de Luxembourg. Tout fut pris en 3 jours. On n'y perdit qu'un sous-ingénieur et quelques soldats. J'en vis sortir une assez mauvaise garnison de diverses troupes. Elle passa devant le maréchal de Villeroy et fut fort inquiétée par nos officiers qui eurent, par la capitulation, la liberté de rechercher leurs déserteurs. Je visitai la place où on mit un commandement aux ordres de Guiscard, gouverneur de Namur. L'armée réunie fit ensuite quelques camps de passage et prit enfin celui de Lexy, à 3 lieues de Liège. En arrivant, on commanda à l'ordre quantité de fascines par bataillon, ce qui fit croire qu'on allait marcher aux lignes de Liège. Cette opinion dura tout le lendemain, mais le jour suivant, 28 juillet, il y eut, dans la fin de la nuit,
ordre de les brûler et de se tenir prêts à marcher. L'armée, en effet, se mit en mouvement de grand matin pour grande chaleur, et vint passer le défilé de Varème, au débouché duquel elle fit halte. Pendant ce temps-là, je gagnai une grange voisine avec force officiers du Royal Roussillon et quelques autres de la brigade pour manger un morceau à l'abri du soleil. Comme nous finissions ce repas, arriva Boissieu, cornette de ma compagnie, qui revenait de dehors avec Lefebvre, capitaine dans notre régiment, qui de gardeur de cochons était parvenu là à force de mérite et de grade, et qui ne savouait encore lire ni écrire, quoique vieux. C'était un des meilleurs partisans des troupes du rouet, et qui ne sortait jamais sans voir les ennemis ou en rapporter des nouvelles sûres. Nous l'aimions, l'estimions et le considérions tous, et il était des généraux. Boissieu me dit tout joyeux que nous allions voir les ennemis, qu'ils avouaient reconnu leur camp au-deçà de la Guette, et qu'il se passerait sûrement une grande action. Nous le laissâmes aux prises avec ce qu'il y avait encore à manger, et sur ces nouvelles, nous montâmes à cheval. Un moment après, je rencontrai Marsin, maréchal de camp, qui nous les confirma. Je m'en allai au moulin de Varème, dans lequel nos principaux généraux étaient montés avec monsieur le duc et le maréchal de Joyeuse, tandis que monsieur de Luxembourg s'était avancé avec monsieur de Chartres et monsieur le prince de Conti. J'y montai aussi, et après m'être informé des nouvelles, je m'en allai rejoindre le Royal Roussillon. Voici la relation que je fis le lendemain de cette bataille, que j'envoyai à ma mère et à quelques amis. Lundi 27 juillet, le maréchal de Joyeuse fut détaché du camp de Lexy, à 3 lieues de Liège, avec Montchevreuil, lieutenant général, et Pracontal, maréchal de camp, 2 brigades d'infanterie et quelques régiments de cavalerie, pour aller à nos lignes joindre quelques troupes qui commandaient la Valette, et s'opposer aux ennemis qui avouaient exiger des contributions du côté d'Arras et de Lille. Le mardi 28, l'armée décampa, marcha sur Varème, dont elle traversa la petite ville, et le détachement du maréchal de Joyeuse, séparément d'elle, mais les 2 maréchaux ensemble. La tête de l'armée arrivant à une demi-lieue au-delà, il vint plusieurs avis que le prince d'Orange était campé avec son armée au-deçà de la Guette, qui est une petite rivière guéable en fort peu d'endroits, et dont les bords sont fort hauts et escarpés, et que cette armée n'était qu'à demi-lieue de Lave ou l'eau, petite ville qui a une forteresse peu considérable dans des marais au-delà de la Guette, et fort différente de Loup, maison de plaisance du prince d'Orange, qui en est bien loin en Hollande. Sur ces nouvelles, monsieur de Luxembourg s'avança avec le maréchal de Villeroy, monsieur le duc de Chartres, monsieur le prince de Conti, et fort peu d'autres, et quelques troupes pour tâcher de se bien assurer de la vérité de ces rapports. 1 heure et demie après, il manda au maréchal de Joyeuse, qui était resté à la tête de l'armée avec monsieur le duc, et qui, pour voir de plus loin, était monté dans le moulin à vent de Varème, de marcher à lui avec l'armée, et d'y faire rentrer le détachement destiné à nos lignes. Monsieur le prince de Conti revint qui confirma les nouvelles qu'on avait eues de la position des ennemis et se chargea de l'infanterie dont quelques brigades achevaient encore de passer le défilé de Varème. L'armée marcha fort vite, faisant néanmoins de temps en temps quelques hâtes pour attendre l'infanterie, et sur les 8 heures du soir arriva à 3 lieues au-delà de Varème, dans une plaine où les troupes furent mises en bataille. Peu de temps après, elle se remit en colonne, s'avança 1/4 de lieue plus près de l'ennemi,
et passa ainsi le reste de la nuit en colonne, tandis que l'infanterie et l'artillerie achevèrent d'arriver. C'était une chose charmante que la jouée des troupes après plus de 8 lieues de marche, et leur ardeur d'aller aux ennemis, dans le camp desquels on entendit beaucoup de bruit et de mouvements toute la nuit, ce qui fit craindre qu'ils se retireraient. Sur les 4 heures du matin, leur canon commença à se faire entendre. Nos batteries, disposées un peu trop loin à loin, ne purent être prêtes qu'1 heure après, qu'on commença à se canonner vigoureusement. Et alors on reconnut que l'affaire serait difficile. Les ennemis occupaient toutes les hauteurs, un village à droite et un autre village à gauche, dans lesquels ils s'étaient bien retranchés. Ils avaient fait aussi un long retranchement avec beaucoup de petites redoutes sur la hauteur, d'un village à l'autre jusqu'au près d'un grand ravin à la droite, de manière qu'il fallait aller à eux par entre les 2 villages, d'où il les fallait chasser, et qui étaient trop proches pour laisser de quoi s'étendre, ce qui obligeait nos troupes d'être sur plusieurs lignes et leur causait le désavantage d'être débordées surtout sur notre gauche. Et cependant les batteries qu'ils avaient disposées fort près après sur le haut de leur retranchement, entre les 2 villages, et beaucoup mieux disposées que les nôtres, fouettaient étrangement notre cavalerie, repliée très confusément vis-à-vis, par la raison que je viens de dire. Monsieur le prince de Conti, le maréchal de Villeroy et beaucoup d'infanterie attaqua le village de notre droite, nommé Balanden. Feuquier, lieutenant général, qui ne manquait ni de capacité ni de courage, fut accusé de n'avoir voulu faire aucun mouvement. En même temps, mon chevreuil, sous le maréchal de Joyeuse, qui tout à cheval arracha le premier cheval de Frise, attaqua le village de notre gauche appelé Nervinden, qui donna le nom à la bataille. Mon chevreuil y fut tué, et fut remplacé par Rubentel, autre lieutenant général, et par le duc de Berwick, qui y fut pris. Ces 2 attaques à la droite et à la gauche furent vivement repoussées, et sans le prince de Conti, le désordre aurait été fort grand à celle de la droite. Monsieur de Luxembourg, voyant l'infanterie presque rebutée, fit avancer toute la cavalerie au petit trot, comme pour forcer les retranchements du front ou d'entre les 2 villages. L'infanterie ennemie qui les bordouait laissa approcher la cavalerie plus près que la portée du pistolet, et fit dessus une décharge si à propos que les chevaux tournèrent bride et retournèrent plus vite qu'ils n'étaient venus. Ralliée à peine par ses officiers et les officiers généraux, elles furent ramenées avec la même furie, mais avec le même malheureux succès 2 fois de suite. Ce n'était pas que M. de Luxembourg compta de faire entrer la cavalerie dans ces retranchements qu'on pouvait à peine escalader à pied, mais il espérait, par un mouvement général et audacieux de cette cavalerie, faire abandonner ces retranchements. Voyons donc à ce coup sa cavalerie inutile et son infanterie repoussée 2 fois, celle-ci des 2 villages et la cavalerie par 3 fois des retranchements du front, et qui, durant plus de 4 heures, avouait essuyer un feu de canon terrible sans branler que pour resserrer les rangs à mesure que des 2 files étaient emportés, il la porta un peu plus loin dans une espèce de petit fond, où le canon ne pouvait les incommoder de voler, mais seulement de bon, où elle demeura plus d'une grosse demi-heure. Alors les 3 maréchaux, les 3 princes, Albergotti, le duc de Montmorency, fils aîné de M. de Luxembourg, qu'on appelait auparavant le prince de Tingry, se mirent ensemble dans ce même petit fond, peu éloigné de la cavalerie, presque qu'à la tête du royal Roussillon. Le colloque fut vif à les voir et assez long, puis ils se séparèrent. Alors on fit marcher les régiments des gardes français et suisses par derrière la cavalerie, Monsieur le prince de Conti à leur tête, droit au village de Nervinden,
à notre gauche, qu'ils attaquèrent d'aborder avec furie. Dès qu'on vit qu'ils commençaient à emporter des jardinages et quelques maisons retranchées, on fit avancer la maison du rouet, les carabiniers et toute la cavalerie. Chaque escadron défila par où il put, à travers les fossés relevés, les haies, les jardins, les houblonnières, les granges, les maisons, dont on abattit ce que l'on put de murailles pour se faire des passages, tandis que plus en avant dans le village, l'infanterie, de part et d'autre, attaquait et défendait avec vigueur extraordinaire. Cependant Harcourt, qui avouait un petit corps séparé que Guiscard avouait joint, était parti de 6 lieues de là, soué au bruit du canon, soué sur un ordre que M. de Luxembourg lui avouait envoyé, et commençait à paraître dans la plaine tout à la gauche, à notre égard, de Nerwinden, mais encore dans l'éloignement. En même temps, notre cavalerie commença à déboucher de ce village dans la plaine et à se remettre à mesure du désordre d'un si étrange défilé. Tout cela ensemble ébranla les ennemis qui commencèrent à se retirer dans le retranchement du fond et à abandonner le village, le curé duquel eut tout ce grand et long spectacle du haut de son clocher où il s'était grimpé. Leur cavalerie, qui n'avouait point encore paru, sortit de derrière le retranchement du front et du village, s'avança en bon ordre dans la plaine où la nôtre débouchait, et fit d'abord plier des troupes d'élite, jusqu'alors invincibles, mais qui n'avouaient pas eu le loisir de se former et de se bien mettre en bataille en sortant de ces fâcheux passages du village par où il avouait fallu défiler dans la plaine. Les gardes du prince d'Orange, ceux de M. de Vaudemont, et 2 régiments anglois en eurent l'honneur. Mais ils ne purent entamer ni faire perdre un pouce de terrain aux chevaux légers de la garde, peut-être plus heureusement débouchés dans la plaine et mieux placés et formés que les autres troupes. Leur ralliement fait en moins de rien, elles firent bientôt merveille, tandis que le reste de la cavalerie débouchait et se formait à mesure qu'ils sortaient du village. Monsieur le duc de Chartres chargea plusieurs fouets à la tête de ces braves escadrons de la maison du rouet, avec une présence d'esprit et une valeur digne de sa naissance, et il y fut une fouet mêlée et y pensa demeurer prisonnier. Le marquis d'Arcy, qui avoué était son gouverneur, fut toujours auprès de lui en cette action, avec le sang-froid d'un vieux capitaine et tout le courage de la jeunesse, comme il avouait fait à Steinkerque. Monsieur le duc, à qui principalement fut imputé le parti de cette dernière tentative des régiments des gardes françaises et suisses pour emporter le village de Nerwinden, fut toujours entre le feu des ennemis et le nôtre. Cependant, toute notre cavalerie, passée et formée dans la plaine, alla jusqu'à 5 différentes fouets à la charge, et à la fin, après une vigoureuse résistance de la cavalerie ennemie, la poussa jusqu'à la guette, dans laquelle elle se précipita, et où un nombre infini fut noyé. Monsieur le prince de Conti, maître enfin de tout le village de Nerwinden, où il avouait reçu une contusion au côté et un coup de sabre sur la tête que le fer de son chapeau para, se mit à la tête de quelque cavalerie, la plus proche de la tête de ce village, avec laquelle il prit à revers en flanc le retranchement du front, aidé par l'infanterie qui avouait emporter enfin le village de Nerwinden, et acheva de faire prendre la fuite à ce qui était derrière ce long retranchement. Mais cette infanterie n'ayant pu les charger aussi vite, ni la cavalerie de notre gauche qui en était la plus éloignée, cette retraite des ennemis, quoique précipitée, ne laissa pas d'être belle. Un peu après 4 heures ou vers 5 heures après-midi, tout fut achevé après 12 heures d'action, par un des plus ardents soleils de tout l'été. J'interromprai ici pour un moment cette relation, pour dire un mot de moi-même. J'étais du 3e escadron du Royal Roussillon, commandé par le premier capitaine du régiment, très brave gentilhomme de Picardie,
que nous aimions tous, qui s'appelait Grandvilliers. Dupuis, autre capitaine, qui était à la droite de notre escadron, me pressa de prendre sa place par honneur, ce que je ne voulus pas faire. Il fut tué à une de nos 5 charges. J'avouai 2 gentilshommes. L'un avouait été mon gouverneur et était homme de mérite, l'autre écuyer de ma mère, 5 palefreniers avec des chevaux de main et un valet de chambre. Je fis 3 charges sur un excellent courteau bai brun que je n'avouais pas descendu depuis 4 heures du matin. Le sentant mollir, je me tournai pour en demander un autre. Alors, je m'aperçus que ces gentilshommes n'y étaient plus. On cria à mes gens, qui se trouvèrent assez près de l'escadron, et ce valet de chambre qui s'appelait Bretonneau, que j'avouais presque de mon enfance, me demanda brusquement s'il ne me donnerait pas un cheval aussi bien que ces 2 messieurs qui avouaient disparu il y avouait longtemps. Je montai un très joli cheval gris, sur lequel je fis encore 2 charges. J'en fus quitte en tout pour la croupière du courteau coupé et un agrément d'or de mon habit bleu déchiré. Mon ancien gouverneur m'avouait suivi, mais dès la première charge son cheval prit le mors aux dents, et l'ayant enfin rompu, le portait 2 fouets dans les ennemis si Dachi ne l'eût arrêté l'une et un lieutenant l'autre. Le cheval fut blessé, et l'homme en prit un de cavalier. Il ne fut guère plus heureux après cette aventure. Il perdit sa perruque et son chapeau. Quelqu'un lui en donna un grand espagnol qui avouait un chardon, auquel il ne pensa pas, et qui le fit passer par les armes des nôtres. Enfin, il gagna les équipages où il attendit le succès de la bataille et ce que je serais devenu. Pour l'autre, qui avouait disparu tout d'abord et n'avouait point essuyé d'aventure, il se trouva lorsque, tout étant plus que fini, j'allouai manger un morceau avec force officier du régiment et de la brigade, et s'approchant de moi, se félicita hardiment de m'avouer changé de cheval bien à propos. Cette effronterie me surprit et m'indigna tellement que je ne lui répondis pas un mot et ne lui en parlai jamais depuis. Mais voyant de quel bouet ce brave se chauffait, je m'en défis dès que je fus de retour de l'armée. Mes gens, à la halte de la veille, avouaient sagement sauver un gigot de mouton et une bouteille de vin, sur la nouvelle d'une action prochaine. Je l'avouai expédié le matin avec nos officiers qui, comme moi, n'avouaient point eu à souper, et nous avions tous les dents bien longues lorsque nous aperçûmes, de loin, 2 chevaux de bas couverts de jaune, qui rôdaient dans la plaine, avec 2 ou 3 hommes à cheval. Quelqu'un de nous se détacha après et vit mon maître d'hôtel qui la ramena avec son convoi, qui nous fit à tous un plaisir extrême. Ce fut la première fois que Dachi et puis Robert s'embrassèrent de bon cœur et burent de même ensemble. Le dernier avouait montrer une grande et judicieuse valeur. Dachi en fut charmé, fit toutes les avances, et ils furent depuis toujours amis. Ils étaient les miens l'un et l'autre, et cette réconciliation sincère me fit un grand plaisir et à tous les officiers du régiment. Je venais d'écrire 3 mots à ma mère, avec une écritoire et un morceau de papier que ce même valet de chambre avoué eut soin de mettre dans sa poche, et j'envoyai un laquais à ma mère tout à l'instant. Mais 1000 embarras le retardèrent et laissèrent passer à la tendresse de ma mère 24 heures de fort mauvais temps. Quand nous eûmes mangé, je pris quelques anciens officiers avec moi pour aller visiter tout le champ de bataille et surtout les retranchements des ennemis. Il est incroyable qu'en si peu d'heures qu'ils eurent à les faire,
dont la nuit couvrit la plupart, ils aient pu leur donner l'étendue qu'ils avouaient entre les deux villages, ce que nous appelions ceux du front, la hauteur de 4 pieds, des fossés larges et profonds, la régularité partout par les flancs qu'ils y pratiquèrent et les petites redoutes qu'ils y semèrent, avec des portes et des ouvertures couvertes de demi-lunes d'eux-mêmes. Les deux villages, naturellement environnés de fortes haies et de fossés, suivant l'usage du pays, étaient encore mieux fortifiés que tout le reste. La quantité prodigieuse de corps dont les rues, surtout de celui de Nervinden, étaient plutôt comblées que jonchées, montrerait bien quelle résistance on y avouait rencontrer. Aussi, la victoire si disputée coûta cher. On y perdit Montchevreuil, lieutenant général, gouverneur d'Arras et lieutenant général d'Artouet. Il était frère du chevalier de l'ordre, par conséquent fort bien avec leur rouet, dont il avouait le régiment d'infanterie. C'était un fort honnête homme et un bon officier général. Lignery, maréchal de camp et lieutenant des gardes du corps, qui les commandait, Milord Liucan, capitaine des gardes du corps du roi d'Angleterre, le duc d'Uzès, qui eut les 2 jambes emportées, et le prince Paul de Lorraine, dernier fils de monsieur de Lillebonne, colonel, le premier d'infanterie, l'autre de cavalerie, 5 brigadiers de cavalerie, Saint-Simon, mon parent éloigné de la branche de Montbleru, Montfort, notre maître de camp, à la tête des carabiniers, Couat, notre brigadier. Je le vis tué d'un coup de canon, devant nous, dès le grand matin. Le duc de la Feuillade devint par là commandant de notre brigade et s'en acquitta avec distinction. Il disparut un moment après et nous fûmes plus d'1 heure sans le revoir. C'est qu'il était allé faire sa toilette. Il revint poudré et paré d'un beau surtout rouge, fort brodé d'argent, et tout son ajustement et celui de son cheval étaient magnifiques. Le comte de Montrevel, neveu du lieutenant général, et Boulaine, qui avouait le royal allemand. Gournay, un des 2 maréchaux de camp mis aux carabiniers. Rebé, qui avouait Piémont et brigadier. Gration, enseigne des gardes du corps et brigadier, et un grand nombre d'officiers particuliers. J'y perdis le marquis de Champvallon, mon cousin Germain, enseigne des gendarmes de la garde, fils unique de la sœur de ma mère, qui ne s'en est jamais consolé. Les blessés furent monsieur le prince de Conti, très légèrement, le maréchal de Joyeuse et le duc de Montmorency de même, le comte de Lux, son frère, dangereusement, le duc de la Roche-Guyon, un pied fracassé, le chevalier de Sillery, une jambe cassée, qui n'était là que à la suite de monsieur le prince de Conti, dont il était écuyer, Fonville et Saillant, capitaine aux gardes, dont 2 autres furent tués, monsieur de Bournonville, dans les gendarmes de la garde, fort blessé, monsieur de Villequier, fort légèrement. Artagnan, major des gardes françaises et major général de l'armée, fort bien avec monsieur de Luxembourg et encore mieux avec le roi, lui porta la nouvelle et en eut le gouvernement d'Arras et la lieutenance générale d'Artouet. Le comte de Nassau-Sarrebruck eut le royal allemand, qui vaut beaucoup, et le marquis d'Acier, devenu duc d'Uzès par la mort de son frère, eut ses gouvernements de Saintonge et d'Angoumoué, d'Angoulême et de Saintes et son régiment. Albergotti, favori de monsieur de Luxembourg, neveu de Magalotti, lieutenant général et gouverneur de Valenciennes, porta quelques jours après le détail.
Il s'évanouit chez madame de Maintenon, et tout à la mode qu'il fut se fit moquer de lui. Les ennemis perdirent le prince de Barbançon, qui avouait défendu Namur, les comtes de Solars et d'Athlone, généraux d'infanterie, et plusieurs autres officiers généraux. Le duc d'Ormont, le fils du comte d'Athlone furent pris. Ruvigny l'a été et relâché dans l'instant. On n'a pas fait semblant de le savoir, et grand nombre d'officiers particuliers. On estime leur perte à plus de 20 000 hommes. On ne se trompera guère si on estime notre perte à près de la moitié. Nous avons pris tous leurs canons, 8 mortiers, beaucoup de charrettes d'artillerie et de caissons, et quantité d'étendards et de drapeaux, et quelques paires de timbales. La victoire se peut dire complète. Le prince d'Orange, étonné que le feu continuel et si bien servi de son canon n'ébranlât point notre cavalerie, qu'il essuya 6 heures durant sans branler et tout entière sur plusieurs lignes, vint aux batteries en colère, accusant le peu de justesse de ses pointeurs. Quand il eut vu les faits, il tourna bride et s'écria « Oh, l'insolente nation !» Il combattit presque jusqu'à la fin, et l'électeur de Bavière et lui se retirèrent par des ponts qu'ils avouaient sur la guette, quand ils virent qu'ils ne pouvaient plus raisonnablement rien espérer. L'armée du Rouet demeura longtemps comme elle se trouva, sur le terrain même où elle avouait combattu, et vers la nuit marcha au camp marqué tout proche, le quartier général au village de Landen, ou Lande fermée. Plusieurs brigades prises de la nuit couchèrent en colonne comme elles se trouvèrent, marchant au camp, où elles entrèrent au jour, et la nôtre fut de ce nombre.